Salut. Il s'appelle comment? Il s'appelle Stéphane Chouapi. Vous le connaissez sûrement, c'est Monsieur YouTube. Vous parvenez à le voir? Monsieur YouTube. Aujourd'hui, pour la première fois, sûrement, il va se faire prendre dans son propre piège. Le piège des vidéos. Alors, il va nous parler sûrement de lui. Il va nous parler de sa passion pour YouTube. Il va nous dire sûrement quelles sont ses autres passions. Est-ce qu'il aime tellement tout simplement filmer ou il aime juste parler? Est-ce que c'est un garçon timide? Est-ce que c'est un homme courageux? Stéphane Chouapi aujourd'hui sur Diaspora Interaction, c'est une émission spéciale. Restez scotchés. Stéphane, dans quelques minutes, votre youtubeur préféré de Québec, en interview sur Diaspora Interaction. A tout de suite. Alors voilà, chers amis, chers spectateurs, chers frères et sœurs, et je dirais même chers compatriotes, pour ceux qui bien sûr vont nous suivre depuis le Cameroun, c'est un plaisir pour moi. Je dirais pas un honneur parce que l'honneur est coutumier, l'honneur est habituel, je suis avec lui tous les jours. C'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui avec Monsieur Chouapi Stéphane, qui incontestablement est l'un des meilleurs youtubeurs ici à Québec, dans la ville de Québec, ici dans la province de Québec, je dirais même au Canada. Il est connu, il est reconnu, il est admiré, il est soutenu, il est accompagné par ses fans. Bonjour Monsieur Stéphane, ça va? Bonjour Florent, ça va super bien. Tu allais écraser, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'invite chez moi, tu es dans nos studios et puis tu es écrasé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis carrément brûlé. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail acharné. Voilà. Tu aimes ça? C'est ça, c'est la passion. C'est la passion. Ouais. Stéphane, sincèrement, tu as ton verre de vin là, tout relax et à ta santé. Et tes followers t'écoutent. Merci. Dis-nous, Stéphane, franchement, c'est vrai qu'on est des frères, on est des amis, mais beaucoup de personnes aimeraient vraiment, je vais prendre dans le sens contraire. Pourquoi Stéphane s'est plongé, s'est lancé, c'est complètement, comment dire, fait une immersion dans le monde de l'audiovisuel. Ouais. Pourquoi? Déjà, c'est simple. Je vais dire la première fois que je fais un montage vidéo, ça remonte en 2013. Ok. En 2013, je suis au Congo. Je suis en mission. Oui. En fait, ça va faire 13 ans que je suis dans le domaine de l'informatique. Mais déjà, c'est entre guillemets, c'est pas parce qu'on est informaticien qu'on est forcément bon partout. C'est une nuance. Parce que j'ai souvent des gens qui me disent, tu peux me dépanner mon téléphone? Tu peux me dépanner si tu connais tel gadget, tel logiciel. Tel logiciel, oui, c'est toujours tel logiciel. C'est pas parce qu'on est informaticien qu'on est bon en tout. Non, il faut vraiment vous enlever ça dans la tête. Mais j'ai un amour inconsidéré de l'audiovisuel parce qu'en 2013, j'étais très abonné au film Nadia. Les films nigériens. Nadia, oui. Et j'aimais bien les effets spéciaux du moment, dans la magie et tout. Alors, je vais rapidement télécharger After Effects de Adobe. Oui. Donc, je télécharge After Effects de Adobe. Une application pour des montages qui est quand même très demandant. Voilà, très demandant. Et à l'époque, mon entreprise m'avait offert un PC, un Core i7. Aïe. En 2013. 2013, ça roulait. Quand j'avais un Core i7 en 2013, ça veut dire que le processeur est d'actualité et vous pouvez télécharger de lourdes vidéos sans pourtant avoir des ralentis au niveau du processing. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à apprendre sur YouTube. Parce qu'à l'époque, YouTube n'était pas aussi fameux que maintenant. Il y avait beaucoup plus du genre musical. Il n'y avait pas beaucoup de tutoriels. Mais néanmoins, je vais trouver quelques tutoriels sur YouTube. Je vais commencer à m'auto-former. En passant, je suis très autodidacte. Je me forme par moi-même. Et je vais commencer à regarder. J'ai pris 2 semaines pour regarder comment est-ce qu'on peut monter des tutoriels avec After Effects. Et c'est dès lors où je vais créer mon premier court-métrage, Superman. Ok, oui. Voilà. En tout cas, vous allez le voir. Vous allez le voir là pendant que je parle. Donc, je crée mon premier court-métrage Superman. Comment est-ce que je peux décoller du sol et puis m'envoler? Ça me passait. Voilà, ce sont des effets. Et moi, je dis, si Hollywood peut le faire, pourquoi je ne peux pas le faire? J'ai toujours été quelqu'un
qui aime les défis, qui aime le challenge. Ouais. Pourquoi ça et pourquoi pas ça? Voilà. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Exactement, merci. Donc je me suis dit, je vais le faire, je peux le faire, c'est possible de le faire. Je suis assez motivé, je suis très positif. Donc c'est comme ça que je me lance après 2 semaines. Parce que déjà quand on télécharge After Effects, vous avez 1 mois de trial. De trial, ouais. Voilà, d'essayage. D'essai, voilà, d'essai. Ouais. Et donc je vais me lancer dans 2 semaines de formation sur YouTube rapide. Parce que mon trial... C'est fini dans 2 semaines après. Fini dans 2 semaines. Mais je peux te dire, là, vous avez vu les vidéos passer rapidement, j'ai pu faire la vidéo After Effects de Superman, j'ai pu faire la vidéo du clonage, je me suis cloné en 3 fois. J'ai fait beaucoup d'autres vidéos, comment je passe sur un mur. Oui, j'ai regardé ça. Voilà. Donc, c'est autant de choses qui m'ont passionné et à partir de là, j'ai pris cet amour faux passionné pour pouvoir faire des vidéos. Mais je continue l'histoire. Après... Fais une histoire courte. Voilà, après un certain temps, j'ai dû poser parce que le boulot devenait de plus en plus demandant. J'ai dû poser pour me consacrer à ce qui payait mes factures, etc. Mais je n'ai jamais perdu cette passion, cet amour pour l'audiovisuel, pour les montages vidéo. Et ce n'est que quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2019, que je crée ma première chaîne YouTube. Et ça demande du montage, c'est-à-dire filmer et ensuite monter. C'est là où je me lance sur YouTube. Donc, YouTube commence depuis 2013. Le Congo, c'est le Congo 2013. Donc, il vous doit quelque chose, cher Congolais. C'est grâce à lui, grâce à vous, dans votre pays qu'il a commencé. Alors, Stéphane, oui, maintenant tu as commencé YouTube. Quand tu regardes, pour ceux qui ont une analyse facile, tu as l'air de quelqu'un de, excuse-moi le thème, timide. Ouais. Alors, je dis tout le temps que on est tous des acteurs. Hein. Dans la vie de tous les gens, on est tous des acteurs. Pourquoi je dis ça? Quand vous allez au boulot, il y a des moments où vous ne voulez pas dire bonjour aux gens. Mais parce que la société l'oblige, et par politesse et tout ce que vous voulez derrière, vous êtes dans une peau d'acteur quand vous dites bonjour. Au fond de vous, vous ne voulez pas dire bonjour. Mais vous le dites parce que vous voulez vous conformer. Mais là, vous jouez un rôle. C'est plus vous en ce moment. Donc, pour venir à moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de nature timide en privé. Ma chérie ou ma femme pourra vous le dire. Elle se plaint que je ne parle pas beaucoup à la maison. Ben, tu parles beaucoup devant ta caméra. Hein? Tout à fait, tout à fait. C'est tout simplement parce qu'on a compris le game. On a compris le game d'acteur. C'est que quand on est devant la caméra, il va falloir jouer le rôle d'acteur. Et le rôle d'acteur, c'est quoi? Pour pouvoir égayer, éveiller le public, l'auditoire, il va falloir être actif, réactif, bouger, leur donner des sensations en fait, créer des émotions. Mais si vous êtes juste là, bonjour, bonsoir, ben ils vont s'endormir. Et pour qu'ils ne s'endorment pas, il va falloir bouger. Et donc, si vous voyez mes toutes premières vidéos, quand je commençais la chaîne YouTube en 2019, c'est pas la même personne. Aujourd'hui, j'ai appris. Je me suis développé avec YouTube. Déjà, de nature, je ne parle pas beaucoup. Mais avec YouTube, j'ai travaillé ça, j'ai appris à parler. Maintenant, je peux prendre la parole en public devant n'importe qui, avec un micro, etc. Tu n'as plus besoin de mes cours à moi. Voilà, les formations, rien. J'ai plus besoin de passer par Diaspora Interaction, qui est un expert dans le domaine en plus. Ben, on est au Québec, dans la ville de Québec. Comment est-ce que Stéphane se retrouve à Québec? Alors ça, c'est une très bonne question. Et je vais apporter une touche d'humour. Très souvent, on dit que quand un homme se déplace pour un endroit, une ville, ça cause une femme. Ou alors quand une femme se déplace, ça cause un homme ou encore pour de l'argent. Mais alors, rien de ça. Rien de ça. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé mon projet d'immigration pour le Canada, je suis parfaitement bilingue, je parle anglais et français. Grâce au Cameroun, on vient d'un pays où on est bilingue. Au Cameroun, on parle anglais et français, vous le savez. Donc, j'ai fait mes études supérieures en anglais à Buea. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je commence ma procédure d'immigration, j'ai un ami qui est à Québec. Et je connais encore personne au Canada. Et cet ami me dit, ben, quand tu viens, je vais t'héberger. Et c'est comme ça que je me trouve dans la ville de Québec. Alors, dans ma pensée, je me disais, j'allais être soit à Toronto, soit à Montréal. Mais à cause de mon ami qui me suit en ce moment, c'est à cause de toi que j'ai chuté dans la ville de Québec. C'est ta faute. Ah oui, oui.
Donc, ton ami t'a fait arriver à Québec, tu es resté à Québec. Ouais. Et quels sont les points forts de Québec selon toi? Alors, je dirais que Québec a beaucoup changé. Ok. Beaucoup changé, ça va faire 7 ans que je suis là. Québec a beaucoup changé parce que quand je suis arrivé en 2014, là, honnêtement, Québec ne m'a pas retenu. Ok. J'étais prêt à partir parce que, étant compétent, ayant beaucoup d'expérience à mon arc, personne, aucun employeur ne voulait me prendre. Donc, j'ai dû aller en région, j'ai dû m'émanciper, aller dans d'autres régions, chercher de l'emploi. Je me suis retrouvé à Baie-Saint-Paul, encore plus en profondeur, dans des régions beaucoup plus éloignées de Québec, Baie-Saint-Paul, Malbaie, pour aller chercher un emploi. Et c'est comme ça que je trouve mon premier emploi dans une région, Baie-Saint-Paul. Donc, vous voyez que Québec ne m'a pas retenu parce qu'à chaque fois que je postulais, c'était toujours « tu es super qualifié ». C'est ce qu'on me disait à chaque fois, « tu es super qualifié ». Donc, à un moment donné, on finit par être frustré. J'étais frustré et puis je me suis dit, ben, que faire? J'ai des diplômes, j'ai de l'expérience. Ben, que faire? Comment trouver un boulot dans ce merdier, quoi? Donc, j'étais déjà un droit de me dire, alors là, si je ne trouve pas de boulot, je vais aller à Montréal. C'est comme ça que je finis par être appelé du côté de Baie-Saint-Paul, une région de 4 000 habitants à l'époque. Ben, Baie-Saint-Paul, je vous rappelle que Baie-Saint-Paul aussi a eu un de nos compatriotes, mais lui, il est ivoirien. Je salue d'ailleurs Ibrahim Sako, il a aussi dû se replier un peu à Baie-Saint-Paul. Et aujourd'hui, il est à Québec, il est directeur de 3 succursales de banque. Ah, bravo. Ouais. Bravo à toi. Salut Ibrahim. Donc, c'est ça, je me trouve à Baie-Saint-Paul. Les points forts, donc, finalement, c'est quoi? Ben, alors, les points forts de Québec, c'est touristique. Okay. C'est une ville attrayante. C'est une ville, je dirais, glamour pour ceux qui veulent avoir beaucoup d'émotions. Mais de plus en plus, le Québec de 2014 a beaucoup changé. Québec, maintenant, s'accentue de plus en plus à retenir la main-d'œuvre, à retenir les immigrants, à donner la possibilité aux immigrants de s'intégrer, parce que je trouvais que le Québec de 2014 était très fermé, très conservateur. S'il y avait des conseils que tu souhaiterais lui, je me permets de le tutoyer parce que c'est mon ami, c'est mon homologue, c'est mon frère. S'il y a des conseils que tu dois donner, ou alors des propositions à notre maire, M. Bruno Marchand, qu'est-ce que tu lui dirais éventuellement par rapport aux communautés? Alors, tout simplement, je dirais au maire de continuer à faire la propagande de la main-d'œuvre immigrante, d'en parler, d'éveiller les Québécois à accueillir la main-d'œuvre, parce que on le dit pas très souvent, mais quand on immigre de l'extérieur, on a l'impression que le Canada nous attend. Mais sur place, c'est une autre réalité, parce que les Québécois n'étaient pas préparés à ça, n'étaient pas préparés à voir des étrangers venir chez eux. Donc, ça peut aussi être quelque part la peur de l'étranger. C'est pas qu'ils sont, je dirais pas qu'ils sont pas chaleureux, mais la peur de l'étranger peut vous renfermer sur vous. Donc je pense que forme de xénophobie. Voilà. Donc il n'était peut-être pas préparé à recevoir beaucoup d'immigrants et ça peut fermer les portes. Donc je pense qu'il faudrait faire la propagande, mais surtout donner une belle image de la communauté immigrante. Parler des immigrants en bien, montrer le bien qu'un immigrant apporte à la société québécoise pour que ça puisse changer les pensées, que ça puisse changer la dynamique de certaines personnes ici. Et si tu devais faire un clin d'œil à certaines personnes, communauté générale, à qui tu penserais tout de suite et pourquoi? Alors, c'est une méchante bonne question que tu me poses là et elle est très difficile à répondre. Rapidement, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est d'embrasser toutes les communautés. Franchement, ta question, j'ai du mal à trouver les bons mots, les mots justes, mais je dirais pour quelqu'un qui est ici, c'est mieux d'embrasser tout le monde. Et c'est comme ça qu'on finit par rapidement s'intégrer et surtout créer un bon réseau. Parce que donc ça, c'est ton secret pour s'intégrer rapidement. Voilà, j'aime bien le dire, on peut avoir tout l'argent du monde, mais si on n'a pas un bon réseau, on n'est rien à la fin. J'aime bien ta manière de parler de toutes les communautés, mais je vais te mettre dans un petit jeune. S'il fallait classer les communautés par rapport à leur ouverture ou à leur approche vers d'autres communautés, comment tu classerais? Quel serait ton classement?
Ouf. Ouais. Alors, ta question est... Je ne sais pas s'il y a une réponse à ce genre de question, mais je dirais que... Elle est faite pour gêner. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure communauté parce que ça diverge d'un individu à l'autre. Parce que tu vas arriver dans une communauté, tu vas voir, je dirais, de belles personnes, de beaux esprits. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours une entité désagréable dans le groupe. Et ça peut finalement nuire au groupe parce qu'il suffit qu'un membre d'une communauté fait des gaffes pour qu'on catalogue toute la communauté. Donc je ne pourrais pas de manière décroissante ou croissante dire que la communauté ivoirienne est la meilleure par rapport à la communauté camerounaise ou sénégalaise. Je dirais tout simplement que toutes les communautés ont leur avantage comme leur inconvénient. C'est maintenant à nous de savoir avec qui on veut marcher, tout simplement. Parfait. Quel est le point le plus négatif de Québec? Ou quels sont les points négatifs de Québec pour un immigrant? Ok, les points négatifs... Qu'est-ce qui peut faire partir un immigrant? Ça revient à quoi, ce que je disais au début. Le fait qu'on ne nous donne pas les opportunités, on ne nous met pas à notre place. Comprenez? Le fait qu'on me dise je suis super qualifié donne l'impression qu'on ne va pas me recruter du jour au lendemain. Donc, du coup, je dois me chercher ailleurs. Donc, il va falloir que la société québécoise de plus en plus soit réceptive, ouverte d'esprit et puisse nous donner notre place. Parce que tant qu'il n'y aura pas un employé qui te donnera ta première chance, ta première expérience, tu ne pourras pas t'en sortir. As-tu jamais vécu vraiment du racisme ici dans la province ou dans la ville de Québec? Et quelle a été ta réaction? As-tu des gens qui ont déjà vraiment vécu le racisme? Quelle a été leur réaction? Quelle serait ta recommandation, ta suggestion à quelqu'un qui vit le racisme? Alors, je l'ai vécu le racisme, ça c'est en 2016, dans l'un de mes emplois. Alors, tout simplement, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je venais tout le temps travailler au même endroit, je garais au même endroit, et un jour, comme ça là, de nulle part, l'employeur qui travaillait à côté, parce qu'on était dans une bâtisse, dans un bâtiment, on l'appelle comme ça ici, et c'était des bâtiments en série, c'est-à-dire chacun avait son bureau. Et donc nous on était comme dans le bureau du milieu, et je garais toujours parce qu'il y avait des parkings à louer. Et donc il y a un employé de la bâtisse à côté qui sort, il me dit t'es pas autorisé à garer ici. Je dis pourquoi? Il me dit parce que notre parking sont occupé. Ok. Mais j'ai compris qu'il avait raison. J'avais garé dans un parking qui n'était pas le nôtre. Mais c'était juste un parking à côté. Mais le lendemain, ma collègue a garé, rien ne s'est passé. Donc j'ai compris que, est-ce que c'est du racisme? Je ne sais pas. Mais j'ai compris que quelque part, il y avait plus de regard vers l'étranger. Quand c'est un étranger, on est regardant. Mais quand c'est quelqu'un qui vit ici, qui est l'un des nôtres, c'est correct. Donc déjà en partant, je vois que la différence peut créer un problème dans cette société. À ton avis, le racisme actuel est toujours présent, systémique ici à Québec. C'est-à-dire on ne donne pas l'impression que c'est là, mais dans certaines subtilités, on le voit. Si je le dis, c'est parce que très bientôt, l'une des personnalités de Québec qui nous suit parfois et qui nous accompagne très souvent, c'est le ministre de la lutte contre le racisme et qui sûrement très bientôt, éventuellement, je vous le dis en primeur, au mois de février risque d'être l'un de nos invités où il y aura quelques personnes invitées pour lui poser des problèmes ou pour lui parler. Donc, je vais rajouter aussi, vous savez, quand vous faites des jobs, très souvent, des basses besognes, c'est là où vous vous rendez compte de la façon dont vous êtes traité. Dans la plupart des petits boulots que j'ai eu à faire, vous savez, dans certains emplois manœuvres, c'est pas échelon, il y a des tâches qui sont vraiment dégradantes, et puis il y a des tâches qui sont beaucoup plus soft, tranquilles. Mais je me suis rendu compte que les étrangers ou les immigrants vont toujours être affectés aux tâches dégradantes. Et les locaux, on va toujours les mettre, les babysitter, les mettre vraiment à l'aise, etc. Et quand tu vas essayer de vouloir postuler à ce genre de poste, on va toujours
te dis t'es pas prêt, tu manques d'expérience, etc. Donc peut-être c'est systémique, peut-être c'est déguisé comme ça, mais j'en ai tellement vu et puis autour de moi on m'en a tellement parlé. Et c'est frustrant à la fin de la journée, on en ressent un peu comme affecté. On se dit mais pourquoi je suis traité de la sorte, tu vois? Pourtant mes qualifications personnelles, mes expériences professionnelles ne devraient pas permettre aux gens de me traiter de la sorte en fait. Quel est votre... Est-ce que Stéphane est un cœur à prendre? Non. Non. Déjà, madame me suit, hein, donc c'est clair qu'elle regarde ça actuellement. Non, je ne suis plus un cœur à prendre. Quel est votre regard sur la place de la femme ici à Québec, ou bien dans le monde? Je trouve que... Très brièvement. Je trouve déjà que la société québécoise donne beaucoup de pouvoir aux femmes. Okay. Et ça, c'est bien, parce qu'il fut un temps, la société dans laquelle j'ai grandi en Afrique, les femmes ont été longtemps marginalisées. Il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on se trompe. Elles ont toujours été mises à part, à l'écart de nombreuses décisions. Et actuellement, beaucoup de choses ont changé et ça change déjà en Afrique. Donc, on est arrivé dans une société où les femmes ont beaucoup de pouvoir, les femmes aspirent à de grands postes. Et d'ailleurs... Es-tu pour la parité homme-femme? En fait, je ne suis pas... Ça, c'est moi, hein, c'est personnel. Oui, j'ai bien dit toi, on parle de toi, voilà. C'est toi, là. Je ne suis pas trop dans l'étiquette. L'homme et la femme sont hyper égaux. Okay. Ce que l'homme doit faire, la femme doit faire. Je ne suis pas trop dans cette logique-là. Okay. Je suis pour la complémentarité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la femme, si elle peut aider, qu'elle aide son homme. L'homme, s'il peut aider, qu'il aide sa femme. Mais ça doit être un principe de team spirit, travailler ensemble, travailler en équipe, et non un challenge de parité, je peux faire mieux que toi. Non, c'est pas ça ma philosophie de couple. Une question directe. Qu'est-ce qui te manque le plus de l'Afrique? La bonne bouffe. Mais encore? Le rythme de chez nous, la bonne ambiance. S'il fallait retourner vivre au Cameroun? Je n'hésiterai pas si j'ai beaucoup d'argent. De l'argent? Ouais, parce que il y a une réalité quand même qui est claire, c'est que beaucoup d'immigrants là, qui vont me suivre d'ailleurs, tous les jours le disent, ils veulent rentrer, on peut sentir ce besoin de vouloir rentrer, mais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, on est toujours sur place, sur le même point de départ. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. S'ils avaient l'argent, ils avaient les moyens de leur politique, ils seraient partis. Mais vu qu'ils sont déjà pris dans l'engrenage du dollar, de l'esclavage, si je peux l'appeler ainsi moderne, où on est tout le temps en train de courir derrière le dollar, le temps passe, on ne se rend pas compte, on est encore sur place, mais on veut rentrer. Quel est ton plus grand rêve? Inspirer, motiver les gens et surtout voir les gens heureux autour de moi. Quelle est ta plus grande fierté actuellement? Ma plus grande fierté, ce sont mes échecs. Je fais partie des personnes qui aiment essayer tout ce qu'ils touchent et j'ai pas peur de tomber en fait. Quel est le défi que tu aimerais relever demain? Alors le défi, pour l'instant je ne le vois pas, mais j'aimerais un jour m'essayer en politique, pourquoi pas. Si tu étais un lion, un animal? Lion. Si tu étais un arbre? C'est pas un papayer, je suis grand de taille. Une boisson? Heineken. Quel est ton rapport aux différents autres youtubeurs et puis quels sont ceux qui t'inspirent, ceux avec qui tu as le plus aimé travailler ou ceux avec qui tu aimes travailler? Oui. Tu peux citer quelques-uns et pourquoi? Oui, il y a des youtubeurs qui m'ont inspiré. Je commencerai par un haïtien, Maxime Victor. Il m'a beaucoup inspiré parce que quand je commençais YouTube Game, je regardais les autres youtubeurs, comment ils faisaient. Et donc, j'ai trouvé Maxime Victor comme étant quelqu'un d'inspirant, quelqu'un d'assez positif, qui dégage une énergie positive, même dans son parler. Quand tu l'écoutes, tu as juste envie de te lever, commencer les choses, tel qu'il le dit. Donc, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai aimé mon ami, possiblement il va me suivre là, Philippe Simo, investi au pays. C'est un camarade de classe avec qui on a fait le lycée Dios. J'ai trouvé que sa façon
d'amener les gens à se réveiller, à réveiller les Africains. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment super. On en veut autant. Moi aussi, je le suis. Salut Philippe. C'est ça. Donc après, Marc Tarin et puis d'autres youtubeurs européens ou américains dont le nom ne me vient pas aussitôt, m'ont inspiré. Et c'est comme ça qu'à travers eux, j'ai aussi peaufiné mon YouTube game et je suis aussi allé chercher mon identité. Parce qu'à la fin de la journée, il faut pas... on peut imiter les gens, on peut calquer les gens, mais à la fin de la journée, il va falloir sortir avec sa propre identité, il va falloir être soi-même. Je pense savoir que tu aides, tu accompagnes des gens. Comment ça se passe pour ceux qui aimeraient éventuellement suivre peut-être tes formations? Alors, déjà, quand j'ai lancé ma première formation gratuite, déjà on est à plus de 200 personnes qui ont souscrit dans ma base de données. Il y a déjà 200 personnes qui ont souscrit à la formation. Donc, cette formation qui était de base gratuite, c'était déjà pour donner un avant-goût aux gens. Mais effectivement, si les gens veulent prendre une formation avec moi, ils n'ont qu'à me contacter. Les liens seront dans la description de cette vidéo. La formation est assez accessible. Le but, c'est juste de vous partager ma passion, mais surtout de vous donner des éléments clés pour pouvoir créer votre chaîne YouTube et puis la faire proliférer. Parce que comme je dis tout le temps, il faut être vrai. YouTube n'est pas facile, il y aura de la difficulté et je ne me cache pas à le dire parce que très souvent on aime, je dirais, appâter les gens en leur disant que non c'est facile, non c'est pas facile, c'est pas facile, il va falloir travailler dur. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu depuis que tu es à Québec? Mes débuts pour m'intégrer, mais après ça va. Quelles sont tes passions vraiment? Le soccer, j'aime bien le football. Dès que j'ai un moment pour aller jouer au soccer, je n'hésite pas. Et ça me permet justement de fédérer avec la communauté. Parce que quand je joue au soccer, je vais rencontrer plusieurs personnes de différents pays. Et c'est comme ça que je me crée un bon réseau, un bon contact dans la ville de Québec. On en a besoin. Quelle est ta lecture sur la communauté actuellement? Alors, je pense que la communauté, de manière inconsciente, s'individualise un peu. Et je peux comprendre. On est dans un pays, j'aime bien le dire à chaque fois, si tu as fait les mathématiques à l'école, quand on est dans un ensemble de définitions, on finit par s'identifier à ce domaine de définition. On est dans une société qui promeut l'individualisme. Ça fait que quand les immigrants arrivent, à un moment donné, ils essayent. Quand ça ne matche pas, ils n'arrivent pas à fédérer. Chacun retombe dans ce que j'ai appelé de l'individualisme inconscient, c'est-à-dire chacun reste dans son coin. Et c'est comme ça qu'on finit par mûrir cela. Donc, moi, je pense qu'à travers ta chaîne Diaspora Interaction et d'autres chaînes ici dehors, ou encore des événements concrets au quotidien, ça va dans le sens de ramener les gens, de créer cette ambiance chaleureuse qui fait partie de notre culture, c'est-à-dire d'être ensemble tout le temps, d'être en rire, d'être chaleureux, d'être solidaire, d'échanger, de communiquer. Donc, je pense que c'est un besoin à maintenir, sinon on va rapidement se perdre. Pour terminer maintenant, et clôturer, ta chaîne YouTube promeut beaucoup l'entrepreneuriat et l'immigration, et puis à travers tes conseils, tu avises, tu apportes beaucoup d'informations aussi. Quel serait ton message à tous ceux qui écoutent ta chaîne ou qui ne la connaissent pas encore en ce qui concerne l'immigration et en ce qui concerne l'immigration, on ne va dire une lecture de l'heure. Ok. Alors mon message est simple. Abonnez-vous, c'est la chaîne YouTube d'Immigration Entrepreneuriat. Ah, je dérange. Alors, ce que je vais dire, c'est que vous êtes nombreux à suivre la chaîne IE, Immigration et Entrepreneuriat. Vous voulez immigrer au Canada. Alors, c'est possible. J'aime bien le dire, c'est possible. Il faut penser positif. Mais alors, il faut vous donner les moyens de votre politique. Il va falloir respecter les critères d'admissibilité. Parce que très souvent, je ne veux pas faire partie de ces personnes qui trompent.
qui vous donnent l'impression que, ah non, tout le monde peut immigrer. Tout le monde ne peut pas immigrer, c'est pas possible. Mais c'est possible d'immigrer si seulement si vous respectez les critères, les conditions d'admissibilité qui sont, est-ce que vous avez l'âge pour immigrer? Et l'âge pour immigrer, c'est entre 18 et 43 ans. Est-ce que vous avez des diplômes? Le diplôme minimum, c'est le baccalauréat. Est-ce que vous avez une expérience professionnelle? L'expérience professionnelle minimum, c'est 1 an. Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez un bon background security check? C'est-à-dire, est-ce que sur le point de vue criminel, vous n'avez pas commis des actes qui pourraient vous empêcher d'entrer au Canada? Est-ce qu'au niveau du plan de la santé, vous n'avez aucune maladie qui pourrait être contagieuse une fois au Canada, qui pourrait affecter les Canadiens? Donc, si vous respectez déjà tous ces critères-là, alors là, vous avez déjà, en partant, à travers ce que je viens de dire, les chances d'immigrer. Et ne vous faites pas arnaquer par des personnes qui vont vous promettre au quotidien que vous aurez le visa, que vous aurez un passeport canadien, qu'ils vont vous donner le visa. C'est pas possible. Il n'y a aucune personne, pas d'avocat en immigration, pas de consultant en immigration, qui vous donneront un visa d'entrer au Canada. Il n'y a que les agents de l'immigration de IRCC qui peuvent le faire. Entendez par IRCC, immigration réfugiée. Vous le reconnaissez, hein? Là on est déjà sur le YouTube. Là. Continuez. Vous connaissez par IRCC, Immigration Réfugiée, Citoyenneté Canada. Donc il n'y a que eux seuls qui ont ce mandat-là, cette habileté à vous donner un visa d'entrée au Canada. Super. Merci beaucoup d'avoir pris vraiment le temps. Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent avec cette chaîne-là? Alors oui, je gagne de l'argent beaucoup. Je ne dirais pas beaucoup, mais je gagne de l'argent parce qu'effectivement, pour pouvoir monétiser ces vidéos, il va falloir aussi une fois de plus respecter certains critères. Vous voyez que dans tout, il y a des critères d'admissibilité. Les critères d'admissibilité sur une chaîne YouTube, il va falloir avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Et je les ai eus en décembre 2019. Donc, à partir de décembre 2019, ma chaîne était déjà éligible à gagner de l'argent. Ton idéal de femme? Mon idéal de femme, j'aime bien les petites femmes. Bon, si tu devais fermer les yeux et choisir une femme, ce serait qui? Ma femme actuelle. Non, fermer les yeux et choisir une femme, ce serait qui? Parce que ma femme actuelle. Alors, on était avec Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comment tu as traversé la Covid? Alors, je ris beaucoup quand les gens disent que pendant la Covid, ils étaient mal, stressés, ils se sentaient à bout de souffle là, et tout. Moi, je me suis senti bien durant la Covid. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant la Covid, j'ai perdu mon emploi, je tiens à vous le rappeler. Pendant que je perds mon emploi, je tombe dans ma seconde activité qui est YouTube. Et donc, pendant la Covid, j'ai assez de temps pour préparer les vidéos. Et donc, pendant la Covid, j'écris dans mon livre « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Vous voyez, ce livre, pendant la Covid, il a fait beaucoup de choses. Ce livre, il est en vente sur Amazon, vous allez le voir apparaître. Donc, pendant la Covid, j'écris mon livre et que je commercialise sur Amazon. Et vous savez d'ailleurs que pendant la Covid, les gens étaient à la maison, donc les gens s'ennuyaient. Donc, pendant que je faisais mes vidéos, je vendais mes livres. Franchement, je n'avais pas de problème pendant la Covid. Si ça... on ne va pas se souhaiter ça. Alors, un dernier mot à tous ceux qui t'écoutent actuellement. Un dernier mot. Tout simplement, je dirais aux gens, n'ayez pas peur de vous lancer. Si vous êtes passionné par quoi que ce soit, n'ayez pas honte de ce que les autres vont dire. Lancez-vous. C'est dans ces échecs que vous allez grandir. N'ayez pas honte de tomber. Plus vous allez tomber, plus vous allez en apprendre davantage. C'est comme ça que j'ai fini par maîtriser ce que je suis en train de faire à ce moment. Pas parce que je suis meilleur dans mon domaine, c'est que je suis tombé plusieurs fois. J'ai essuyé des échecs, mais je ne me suis jamais lassé. J'ai continué, persévéré. Et puis aujourd'hui, ça semble facile, mais ça n'a jamais été facile en fait. Est-ce que le froid t'empêche de travailler? Est-ce que le froid t'empêche d'avancer? Parce que tu es chaud comme un pain chaud et pourtant il fait moins 5 dehors. Ah ouais, en fait, je suis quelqu'un d'assez frileux. Je n'aime pas le froid. Et des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais encore au Canada? Mais je crois qu'un jour, je vais finir par quitter le Canada, c'est sûr. Donc, chers amis, chers téléspectateurs,
Voilà, on était avec notre youtubeur préféré de Québec, l'un des meilleurs du Canada et peut-être dans le monde bientôt. Et aussi maintenant, pourquoi pas. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette belle entrevue relax dans notre studio à nous. Et n'oubliez pas, à part Immigration Entrepreneuriat, vous avez un nouveau cabinet conseil qui va vous accompagner, vous placer, vous conseiller, vous donner des formations du début de l'arrivée ici à Québec ou bien au Canada jusqu'à ce que vous soyez indépendant. Ce cabinet s'appelle dorénavant Pro Carrière Conseil. Gardez-vous-le en tête, c'est Pro Carrière Conseil qui sera votre référence. Vous ne serez jamais déçu. Pro Carrière Conseil, l'idéal pour une bonne intégration. Voilà, c'est temps de dire merci à tous nos partenaires. Nocrine, notre nouvelle partenaire pour maigrir, pour avoir des bons condiments. Nocrine, j'aimerais aussi saluer Restaurant La Calebasse que je salue bien sûr. Je veux dire bonjour aussi à Maître Mouvanira, Serge, bien sûr tous ces partenaires qui nous accompagnent, qui nous permettent d'avancer. Merci de nous avoir accompagnés. C'était Florent Lial et bien sûr toujours très heureux et très fier quand je suis avec des personnalités comme Monsieur Chouapi Stéphane. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Soyez bénis. Bye bye.